Bonjour Bukavu, bienvenue dans ces nouveaux podcasts Mbegu. L'espace où chaque voix compte, où chaque histoire éclaire une réalité que beaucoup de gens préfèrent ignorer. Je suis Léonard Bekenda et aujourd'hui nous ouvrons un nouveau chapitre, un chapitre très important où nous parlerons de la ville de Bukavu, où nous parlerons des jeunes de la ville de Bukavu, où nous parlerons de la vie quotidienne que vivent les gens qui sont à Bukavu. Sauf que je ne suis pas seul, je suis avec une invitée de marque, Madame Espérance, bonjour. Bonjour Léonore. Merci. Nous sommes avec Espérance et elle nous parlera de la pression sociale et les réalités quotidiennes que vivent les jeunes à Bukavu. Mais avant qu'elle n'en parle, elle peut d'abord se présenter. Bonjour Bukavu. Moi c'est Espérance Chirimwami, étudiante à l'Université catholique de Bukavu. Je fais la 3e année baccalauréat en sciences sociales et spécialisation en études de pays conflits. Mesdames, Messieurs, restons ensemble, car ce que nous allons entendre pourrait transformer notre regard, car c'est bien ça notre objectif, impacter les jeunes, partager des pensées et savoir comment est-ce qu'on peut se comporter. Et voilà, il y a Madame Espérance qui va nous parler de la vie quotidienne des jeunes filles à Bukavu. Alors, Madame Espérance, comment décrirez-vous la vie quotidienne d'une jeune fille à Bukavu? Eh bien, le seul mot qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est la résilience. La résilience. Je m'explique. Dès le début, une jeune fille naît et grandit dans une société où tout le monde semble avoir un avis sur sa vie. Et deux fois même sans qu'elle n'ait la chance de se découvrir elle-même. Je vous donne un exemple simple. Vous savez, j'ai déjà eu à visiter de nombreuses familles, de nombreux parents qui venaient d'avoir des enfants, de jeunes filles. Et vous savez, les discours qui s'y tiennent. Déjà, il y a la mère qui s'exclame haut et fort que ma fille épousera un milliardaire. C'est elle qui me sortira de cette misère. Le père, à son tour, lui, il dit que ma fille ne sera pas la rusée du quartier. Il épousera un homme d'une bonne famille. Et tout de suite, sans le savoir, ils établissent déjà des limites dans ses perspectives d'avenir. Elle sera juste une femme d'un milliardaire, une femme d'un homme issu d'une bonne famille. Ce qui est totalement différent lorsque c'est un homme, c'est un petit garçon qui vient au monde. Les discours changent. La maman s'exclame, mon fils, lui, deviendra médecin. Mon fils sera agronome. Mon fils sera, pourquoi pas, président. Et son père, quant à lui, très fier dans sa personne, il s'exclame, mon fils accomplira tout ce que je n'ai pas eu la chance d'accomplir. Vous comprenez déjà que aussi, dès ce moment, ils établissent aussi les perspectives d'avenir de ces petits garçons. Et dès lors, vous verrez que dans ces familles, l'éducation, la manière de donner cette éducation aux deux personnes, la jeune fille et le petit garçon, sera totalement différent. La fille sera éduquée à être une femme au foyer. Elle sera éduquée à être sage, à être responsable, à toujours dire oui, une femme au foyer sans perspective d'avenir, sans vision. Mais cet homme, ces petits garçons quant à lui, il sera éduqué de sorte à devenir un médecin, à devenir un leader des demain, à devenir un président. Et quand bien même cette femme, cette petite fille a la chance d'aller au cours, déjà elle est en train de jongler entre les attentes familiales, c'est-à-dire le travaux ménager. Ensuite, il y a aussi cette pression de l'école. Ensuite, il y a aussi ces réalités économiques qui ne pourraient s'en passer. Et vous trouvez qu'elle est en classe sans pour autant être en classe, parce qu'avant de sortir, elle a d'abord été traumatisée, elle a d'abord été stressée. Arrivée en classe, elle se trouve un peu difficile à pouvoir suivre le cours, parce qu'il y a un dicton qui circule ici à Bukavu. Je ne sais pas si ça se limite seulement à Bukavu. On dit souvent que la fille s'exclame en disant que « Mie si ta soma ».
Parce que Oui. kuko mutu mwingine mwenye Qui kona travaille ni pour moi. somea. Comme Van Exact. Sommeil, oui, oui. Exactement. C'est Kuko trop bien. mwingine mwenye kona ni somea. Déjà, à entendre ces discours, c'est tellement alarmant, c'est tellement choquant. Parce que déjà, dans sa tête à elle, elle s'est dit, elle n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Elle n'a pas besoin de rêver. Elle n'a pas besoin d'espérer beaucoup plus que ce que la société a établi pour elle. Et ça, c'est choquant. Contrairement à un jeune homme qui, lui, dès les bas âges, il a cette liberté dès les débuts à pouvoir s'enrichir, à pouvoir espérer, à pouvoir rêver. Alors oui, dès que j'ai commencé, j'ai dit que je prendrais le mot résilience parce que c'est exactement ça, la vie d'une jeune fille actuellement ici à Bukavu. Elle est, elle est emprisonnée. Et beaucoup plus lorsque c'est une jeune femme. Déjà, c'est difficile d'être une jeune femme ici, de s'épanouir dans une société remplie d'hommes masochistes qui ne cessent de te sortir de discours rétrogrades. Mais lorsque maintenant tu es une jeune femme avec des ambitions, avec des rêves, là, tu deviens un extraterrestre. On ne te reconnaît pas parce qu'on suppose que tu dois suivre le nom préétabli par la société. Tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, alors c'est que le téléspectateur, téléspectatrice peuvent comprendre, c'est que la première pression vient de la famille, parce que c'est la famille qui commence à imposer à la jeune fille ce qu'elle deviendra. Si j'ai bien compris, c'est comme ça. Exactement. Je ne sais pas si le parent se rend compte de l'immense pouvoir qu'ils ont en eux. Lorsque dès la naissance, cette petite fille, on lui dit déjà qu'elle sera la femme de quelqu'un, elle sera identifiée comme étant la femme de quelqu'un. Ça a un pouvoir sur sa vie. Parce que tout ce qui va suivre, tout ce que la femme ou tout ce que ses parents pourront faire pour elle, sera uniquement pour valoriser cette première parole. Alors oui, l'avenir d'une jeune fille, l'avenir de nos enfants en général, dépendent d'abord de l'éducation reçue en famille, de la considération aussi. Oui, exactement. Alors, quelle serait alors la responsabilité de la famille face à ce que nous vivons aujourd'hui en rapport avec les réseaux sociaux, où nous parlons il y a des gens qui influencent. Je connais des gens personnellement, elles étaient sages, elles étaient polies, mais quand il y a eu la technologie, surtout TikTok, et vous avez vu, j'ai personnellement remarqué que la personne a complètement changé. Et là, je peux toujours comprendre que c'est une responsabilité familiale ou c'est la responsabilité de la personne elle-même. Je dirais que cette responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée. Oui, OK. parce que un enfant grandit des par ce que ses parents lui inculquent. Et c'est pas pour rien qu'on dit qu'en famille, on reçoit l'éducation de base. Alors, je sais que je fais de ce que j'ai reçu comme éducation, là maintenant, me regarde en tant qu'être humain, en tant que responsable. Là maintenant, je dois faire intervenir cette responsabilité dans mes actions. Si mes parents m'ont appris qu'il y a de sites à ne pas consulter, il y a de comportements à ne pas favoriser, alors je me dis qu'en tant que femme, en tant que jeune femme responsable, j'ai ces devoirs-là envers mes parents et surtout envers moi-même. Je me dis que pour les aspirations que je peux avoir, pour le rêve à réaliser, pour les objectifs à atteindre, il y a certaines libertés qu'on appelle communément libertinage que je ne peux me permettre. Alors oui, je me dis que c'est une responsabilité qui est partagée parce que j'ai la liberté de voir de TikTokeuses qui se pavanent nues sur les réseaux sociaux et en moi, je me dis, en dépit de ce que j'ai reçu, je me dis, je ne peux pas agir comme ça, je ne peux pas me comporter comme ça. Et ça va de même dans le cas échéant, en me disant que voilà, si cette fille gagne sa vie avec ce qu'elle est en train de voir, pourquoi pas moi? Et là, je commence maintenant à montrer mes parties. Bon, vous allez m'excuser pour ces Oui, termes. bon, on est majeur, émancipé, voilà. Voilà. Je me dis que la jeune fille a beaucoup plus à offrir que son corps. Là, je comprends que comme vous l'aviez dit, la responsabilité est bel et bien partagée. Alors, que faudrait-il changer en priorité? En priorité pour améliorer la condition de vie de jeunes filles dès leur naissance, selon vous? Selon moi, je me dis que c'est que nous devrions d'abord changer. Tout d'abord, c'est le regard que nous portons sur la jeune fille. Parce que dès que la jeune fille naît, en fait, il y a ces étiquettes déjà qui sont collées à son front.
parfois même, comme je l'ai dit en commençant, sans qu'elle n'ait eu la chance de se connaître elle-même. On doit d'abord changer cette perception qu'on a de la jeune fille faible, jeune fille au foyer, et doit se limiter à n'aspirer qu'au mariage. Pourtant, comme vous le savez, et je sais que c'est inspiré par des cas réels, des exemples vraiment concrets, si vous regardez dans des universités, dans des institutions, vous trouverez que le plus souvent, ceux et celles qui ont de meilleurs résultats, ce sont les jeunes filles. Pourquoi? Parce que nous savons que nous hébergeons en nous des potentiels non négligeables. Et Yes. si vous nous donnez la chance de les exploiter, vous verrez que nous pourrions déplacer les montagnes. Car comme l'a dit Archimède, donnez-moi un point et un levier, Ouais, oui. je soulèverai le monde. Alors nous aussi, on dit, donnez-nous un peu de chance et un peu d'opportunités et vous verrez comment nous changerons le monde. Alors, d'après vos interventions, je comprends que la femme n'est pas vraiment dans sa peau. Alors, que devrait faire la femme pour se sentir un peu indépendante et qu'elle agisse comme elle veut d'une manière positive? Déjà, la femme, elle doit savoir qu'elle abrite en elle un pouvoir incommensurable. Et j'aime le dire souvent que le monde est féminin. Le monde, il appartient aux femmes. Si aujourd'hui on décide de se mettre ensemble, je vous assure, ce monde sera transformé. Même le Congo. Pourquoi pas? Moi, je me dis que si le Congo n'a pas encore eu cette paix intérieure qu'on recherche tous, c'est parce que la femme n'est pas encore au pouvoir. Et moi, je me dis, pour que la femme puisse réussir, accéder à tout son potentiel, elle doit d'abord commencer par se faire confiance. Accepter d'abord sa condition de femme. C'est-à-dire que je suis femme et je suis fière de l'être. N'est pas considérer que le fait d'être femme fait de moi un être inférieur qu'à un homme, fait de moi automatiquement, je veux dire, une seconde personne qui doit toujours passer après l'homme. Et non, nous avons des exemples plus concrets qui ont donné que les femmes peuvent. Et même, je ne veux même pas essayer d'aller plus loin. Moi, je me dis que si on utilise très bien les réseaux, ça peut nous inculquer, ça peut nous donner des armes qui peuvent nous aider, qui peuvent être utiles à notre émancipation. Et si je peux prendre un exemple, je prends l'exemple de Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Moi, je l'ai connue sur des réseaux. Et moi, je me dis que si une fois ses parents l'avaient inculqué cette éducation de lui dire qu'il doit simplement et nécessairement n'aspirer qu'au mariage, je me dis où serait le Congo aujourd'hui? Où serait le pacte que nous sommes en train de vouloir signer? Où seraient ces rêves aujourd'hui? Parce que ces rêves aujourd'hui font partie de choses qui font assez qu'elle puisse se dire qu'elle doit travailler pour son peuple et ça doit passer avant et toujours avant ses projets personnels. Oh, là, je comprends très bien. Alors, d'une manière très concrète, qu'est-ce qu'on peut changer en premier pour améliorer la vie quotidienne des jeunes filles de la ville de Bukavu? Donc, je vais y aller étape par étape. Je vais d'abord commencer en famille. Là, je Oui, m'adresse à nos très chers parents. oui. Parce que ce que nous devenons après, d'une grande part, ça dépend de l'éducation que nous avons reçue en famille. Alors, chers parents, commencez déjà à mettre de l'équité dans la répartition de travaux ménagers. Parce que nous voyons que les filles sont plus lésées que les hommes. Les hommes ont plus de temps d'étudier parce que eux, ils se disent que depuis le bas âge, les travaux ménagers sont que pour les femmes. Et ne sachant pas qu'après, lorsque vous voyez le jeune garçon grandir, entrer peut-être dans le home, dans leur propre maison, ça devient maintenant difficile de faire de petites choses comme cuisiner pour eux, faire un peu de ménage et tout. Tout cela parce que vous leur avez dit depuis le bas âge que ça, c'est uniquement réservé pour les femmes. Et lorsque vous faites cela, vous permettez aussi à ces jeunes femmes de se concentrer sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire leurs perspectives d'avenir, leurs rêves, leurs ambitions. Là, maintenant, je vais faire un petit survol sur l'école. L'école, c'est aussi un endroit, une institution qui complète l'éducation reçue en famille. Et lorsque on commence à prôner des discours comme l'équité, comme l'égalité de genre, comme la promotion de genre, je me dis que c'est déjà bon. Surtout dans nos universités ces derniers temps, nous voyons qu'on commence à accorder aux jeunes filles aussi la chance de pouvoir se mettre devant de la scène, de pouvoir aussi se produire, de pouvoir réaliser leurs rêves et de pouvoir aussi briguer de postes à responsabilité. Ça, c'est encouragé. Maintenant, je m'en vais dans la société.
La société, c'est là où maintenant on reçoit, selon ce que nous avons appris au Appris, cours, que ouais. voilà, on reçoit l'éducation diffuse. Moi, je me dis que la société n'a pas vraiment grand-chose à faire parce que le gros du travail s'effectue en famille et au cours. Ce que nous recevons là-bas maintenant dépend de nous, comment nous allons le mettre à profit. C'est à nous maintenant de voir comment nous allons faire en sorte que nous puissions promouvoir le peu ou l'éducation que nous avons reçue dans ces différents milieux. Nous sommes de femmes, nous sommes de jeunes hommes, et je me dis qu'avec cette nouvelle manière de faire, avec ces ambitions que nous sommes en train de nourrir, le Congo est entre de bonnes mains. Je ne parle pas seulement de Bukavu, je parle du Congo, je parle de l'Afrique, je parle même du monde entier. Lorsque les jeunes se mettent ensemble, et là je ne me focalise pas seulement aux jeunes femmes, je me focalise aussi aux jeunes hommes qui doivent aussi promouvoir l'égalité des sexes. On doit aussi promouvoir cette masculinité positive qui doivent guider nos jeunes hommes aujourd'hui parce que nous remarquons que même jusqu'à aujourd'hui, malgré les conférences, malgré les sessions de capacitation, il y a toujours des hommes, à notre grand regret, qui placent toujours la femme au second plan, qui montrent que la femme, il est toujours un être faible qui doit toujours passer après un homme. Et ça, je dis non, et j'espère que vous allez dire non avec moi. Elle a dit non, et elle espère qu'on va également dire non avec elle. Et nous aussi, nous disons non. Alors, Madame Espérance, je prends un exemple. Nous sommes dans une université de la place. Il y a les professeurs qui demandent à ce que les étudiantes amènent les copies à l'hôtel où ils vivent. Les étudiantes, sachant que les professeurs est célibataire parce qu'il vit à l'hôtel justement, ils se décident d'aller à l'hôtel, sachant tous les risques possibles. Et puis, une fois à l'hôtel, bon, je ne sais pas si ce sont les copies qui seront corrigées ou autre chose, je ne sais pas. C'est vraiment au-delà de mon âge. Alors, la responsabilité, elle est toujours parentale, familiale, ou elle est individuelle, ou elle est de la société. J'aimerais en savoir un peu plus. Qui est réellement le responsable? La responsabilité, elle est partagée, comme je l'ai dit au début. Ça dépend de l'éducation reçue de tout un chacun. Mais également, j'aimerais souligner que ce sont des cas que nous vivons quotidiennement et très souvent dans nos universités. Mais malheureusement, lorsque ces jeunes filles-là, parce qu'elles sont victimes carrément, elles sont victimes, le professeur en soi, il sait que cette jeune fille n'a pas vraiment de choix. Elle doit aussi réussir et peut-être passer la session. C'est sa seule chance de pouvoir passer cette session-là et en profite. Et moi, je qualifie ça du viol. Parce que c'est un viol, il ne lui a pas vraiment laissé cette chance dans la prise des décisions. Et cette jeune fille qui va quand même, malgré tout ce qui peut se produire à la fin, je ne veux pas non plus lui en tenir rigueur à 100% parce que je ne juge pas. Il y a des situations que si tu ne connais pas vraiment les tenants et les aboutissants, tu ne peux pas non plus placer ton avis ou un quelconque jugement. Mais je me dis, chère dame, vous avez quand même le choix. Faites le choix d'échouer, de reprendre cette session. Autant mieux reprendre cette session, mais rester avec sa dignité propre. On ne peut pas se vendre pour des choses comme des points. Les points sont le reflet, le résultat de notre travail acharné. Alors travaillons. Et vous verrez que ces jeunes filles qui se donnent au cours, qui ont toujours de bons points, elles ne sont presque jamais sujets à ce genre d'abus, à ce genre de problèmes. Parce que le professeur se trouve dans l'incapacité de lui proposer la chose, parce qu'il voit qu'elle n'est pas dans le besoin. Elle a tout le nécessaire, elle a réussi. Pourquoi je veux lui proposer ces manques de respect? Parce que pour moi, c'est un manque de respect. Alors oui, chère dame, ça ne coûte rien de reprendre cette session. Autant mieux reprendre cette session et rester la tête haute avec sa dignité. Merci beaucoup, Madame Espérance. Alors, je vous demanderai de fixer droit les yeux, votre caméra, et considérer que vous avez le monopole de faire passer un message très important pour toutes les jeunes filles de la ville de Bukavu. Alors, qu'est-ce que vous leur direz en 2 minutes? Alors je vais essayer d'être un peu brève. Je suis une jeune femme
comme vous, au même titre que vous. Et je suis là pour vous rappeler encore une fois que nous avons le plein pouvoir, que c'est nous qui sommes le détenteur du pouvoir sur notre corps et qu'il faudrait maintenant qu'on arrête de se réduire au potentiel physique que nous pouvons avoir. Parce que c'est ce que les réseaux sont en train de nous montrer. Ils nous montent les unes contre les autres parce qu'ils savent à quel point si nous, femmes, nous décidons de nous mettre ensemble, il ne peut produire que de bons résultats. Alors, cessez de se dire que si vous n'êtes pas intelligente, peut-être au cours, vous allez plus affûter votre physique afin de ne compter que sur votre physique. Avoir le physique, c'est bon parce que moi aussi, quand je sors à l'extérieur, je suis bien habillée, je sens bon, je me sens en confiance. Mais rassurez-vous, je ne compte pas uniquement sur ça. Je me dis que j'ai un bagage intellectuel assez conséquent que je prône, que je suis en train de montrer fièrement de par mes efforts acharnés. Et je me dis que vous aussi, vous en êtes vraiment capable et je crois en vous. Parce que le monde, comme je l'ai dit au début, le monde est féminin. Et lorsque nous allons décider de nous mettre ensemble, il n'y a rien qui pourra nous résister. Alors, mesdames, soyez fiers de vous, soyez fiers d'être femmes, soyez fiers d'avoir cette sensibilité que les hommes ne cessent de nous reprocher. Et dites-vous que peut-être cette sensibilité, c'est notre force à nous. Merci. Merci. Alors, mesdames, messieurs, c'est un plaisir d'accueillir Madame Espérance sur notre plateau. Et là, nous vous demandons de rester encore avec nous dans les prochains épisodes où nous parlerons encore d'autres difficultés, des autres difficultés qui traversent les jeunes filles de la ville de Bukavu. Merci beaucoup, Madame Espérance, et fut un grand plaisir. Je vous en prie. Merci. Plaisir partagé. Merci.